Bonjour, donc je suis Dominique Jubert, je suis le directeur général de l'agence Laura Tremblot. Donc Laura Tremblot est une agence de branding et design qui est spécialisée dans le domaine du sport, qui aura bientôt 40 ans l'année prochaine et qui a été rachetée par La Fourmi il y a de cela 5 ans, donc avec une complémentarité entre la stratégie de marque qu'on porte et puis la façon dont elle peut être exploitée et amplifiée par la communication ensuite. Souvent, on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'anticiper quand on est dans une réflexion de contrat de naming. Et souvent en amont, il y a des sujets de juridique, des sujets de droit, des sujets de contrepartie. Par contre, l'aspect branding, l'aspect visuel est tout aussi important et n'est pas facile à appréhender. Et on va dire quelque part, c'est pourtant le premier point de contact. Et moi, j'ai souvent l'occasion de dire que c'est le mariage de la carpe et du lapin. C'est-à-dire qu'on a un ayant droit qui est existant et puis on a une marque commerciale ou collectivité et il s'agit en fait de faire marier des objectifs qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc c'est ça déjà c'est un point qui est clé. Quand je dis qu'ils ne sont pas nécessairement les mêmes, c'est qu'on peut avoir par exemple des enjeux d'excellence d'un côté et d'approche qui peut être sur une approche populaire ou authentique. Comment est-ce qu'on va lier les deux? Et ça, c'est le sujet clé, c'est bien de se définir les objectifs de chacun. Alors, vraiment, il y en a plusieurs. Alors, je vais essayer de les synthétiser. La première chose, ce serait déjà de respecter le sport auquel le namer va s'associer. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si un namer arrive, c'est qu'à la base, il y a une compétition où il y a une équipe qui existe déjà. Et ça, c'est assez clé dans la compréhension des éléments. Et qu'on peut avoir tendance à l'oublier au prétexte de la place qu'on donne au namer, alors qui peut être aussi une place dans le nom, parce que suivant qu'il soit en début ou en fin de nom, on n'a pas nécessairement le même impact en termes d'appropriation, mais déjà c'est toujours un sport existant auquel s'associe un namer et pas le contraire. Donc ça, c'est quand même les deux premiers points sont quand même assez clés. L'autre point qu'on a souvent quand je parle d'antagonisme d'objectifs, c'est de trop vouloir mélanger des enjeux de visibilité et des enjeux de statut. Dans un logotype de namer, certes, il y a une place qu'on donne à la marque commerciale, mais ce n'est pas la place la plus importante qui restera dans tout le dispositif qu'on lui met en place. Et notamment, quand on va utiliser le logotype, on n'utilise jamais un logotype seul, il va être mis en situation, il va être activé. Et donc, il faut aussi trouver le bon dosage entre l'intégration d'une marque commerciale associée à celle d'un ayant droit, d'un sport. Et puis la notion de statut qui, à mon avis, est plus importante, c'est d'être bien placé, bien intégré pour être aussi, avoir la plus d'appropriation à l'événement, à la compétition. Ça, c'est un point qui est quand même assez majeur. Après, il faut aussi savoir analyser les codes de la marque. Les codes de la marque déjà ayant droit et les codes de la marque du namer. Quand je dis les codes de la marque, ça va être plusieurs points. Ça va être son identité, sa reconnaissance sur le marché, parce que suivant qu'on soit une marque très connue ou une marque qui arrive sur le marché, il faut aussi tenir compte de ces éléments-là. C'est des éléments de code de couleur, c'est des éléments de typographie. Tous ces éléments de mémorisation, on va les regarder et on va se poser la question légitimement de qu'est-ce qu'on va conserver, qu'est-ce qu'on va intégrer. Le but étant d'essayer d'éviter ce qui fait souvent trop le 1+1 égale un logo de naming, mais d'avoir quelque chose qui soit assez imbriqué. Donc ça, c'est quand même un point qui est majeur. Et puis le dernier point, ce sera de savoir co-construire ensemble, c'est-à-dire mettre ensemble toutes les parties prenantes en même temps pour pouvoir entendre les problématiques de chacun, leurs objectifs, les poser. Et quelque part aussi, il faudra qu'il y ait des concessions des uns et des autres en bonne entente qui soient faites pour qu'on arrive à quelque chose qui soit harmonieux. Et la notion d'harmonie, elle peut être antagoniste avec des problématiques de visibilité pure à ce niveau-là. Et le dernier point, c'est ne pas oublier que certes il y a un namer, c'est le partenaire de rang 1, un partenaire titre, mais que les trois quarts du temps il y a d'autres partenaires. Donc se poser la question quand même
d'avoir la capacité à ce que d'autres partenaires puissent avoir envie d'utiliser la marque avec naming dans leur communication, dans leur exploitation. Donc ça veut dire, est-ce que je ne suis pas en survampirisation qui fait qu'à un moment, la marque Namer est tellement puissante, tellement forte, tellement trop forte que les autres marques partenaires n'ont pas envie de l'exploiter. Alors il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, déjà, parce que ça va dépendre, je pense, de deux choses. Déjà, c'est quelle a été la durée du partenariat précédent. Parce qu'il y a toujours un effet un peu d'inertie dans la mémorisation qu'on peut avoir du précédent. Et ça, on n'y peut rien, mais plus ça a été long avant, plus ça peut être compliqué de faire switcher. Et donc ça peut être l'occasion à ce moment-là de se dire quels sont les éléments qu'on va changer. La deuxième chose, ça va dépendre beaucoup de la structure identitaire qu'avait le logotype précédent. Et là, je vais prendre deux exemples. Je ne sais pas si vous avez en tête dans le domaine du tennis, quand BNP Paribas Master a cessé, donc déjà c'était un contrat très long dans le tennis, donc c'était un des Master 1000 qui était à l'Accor Arena. Il a été repris ensuite par Rolex. Mais l'identité du BNP Paribas Master était tellement BNP par la structure, par le code couleur, par les éléments de mise en avant de la marque Namer, qu'il devenait quasi impossible, mis à part le nom, de ne pas avoir un switch complet. Et d'ailleurs, on pourra parler tout à l'heure du cas Rolex au sens large, mais dans le Rolex Paris Master, il y a eu un switch qui a plutôt valorisé la nouvelle marque pour marquer aussi un cut. Mais ça a été aussi parce que la structure était comme ça. A contrario, exemple plus récent qui a été fait sur la Pro A, il y a eu une période qui a été la Jeep Elite, qui a été plus courte que celle dont on parlait sur le tennis. Et quand le contrat s'est terminé, je crois que c'était il y a 2 ans, remplacé par Betclic, qui est devenu la Betclic Elite, la structure qui avait été faite faisait qu'on avait un nom qui perdurait, qui était celui du sportif, qui allait dire élite, alors qui n'est pas associé directement d'un esprit basket, mais qui disait sport. Un symbole qui était une stylisation du ballon de basket qui a été conservé. Et par contre, l'adossement à la marque, qui était Jeep d'un côté, Betclic de l'autre, a été plus facile à faire. Maintenant, vous pouvez se poser la question, quand je parlais tout à l'heure du 1+1, du fait de donner l'impression d'être un peu trop interchangeable, du fait de la façon dont c'était structuré, mais le changement a été assez minime dans ces cas-là. Oui, alors il y en a pas mal, mais moi, il y en a 3 que je trouve intéressants, et notamment ils sont intéressants parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes réflexions au niveau de la marque. Il y en a un qui est assez clé et que tout le monde connaît, mais le cas Red Bull est quasiment un cas d'école parce que eux, ils ont réussi à allier, je trouve, la capacité à être excessivement cohérent dans les codes de la marque en termes d'univers, tout en se donnant énormément de flexibilité dans le traitement. Alors, en plus, ça fait partie intrinsèque, le sponsoring et le naming, de leur stratégie, puisque quasiment tout est mis sur le volet sportif. Ils sont dans 80 disciplines qui vont être beaucoup sport, mais aussi e-sport et aussi culture. Donc c'était excessivement large, mais ils ont cette capacité, quand je parlais de souplesse, de ne pas tout le temps jouer avec les mêmes éléments. Alors il y a des constantes, notamment le fameux taureau, mais suivant il joue sur le cadrage, il joue sur le sens qu'on peut lui donner. Il y a des moments où il est mis en double, on joue sur la couleur. Et si on apprend 2 exemples chez eux, entre l'écurie AlphaTauri et Red Bull Racing, c'est pourtant la même marque, en traitement graphique, c'est 2 choses différentes, et ce qui permet de jouer de 2 assets. Ou dans le football, avec le RB Leipzig, ils sont partenaires titres du club, et ça se voit dans le logo déjà, et ils sont en même temps partenaires titres du stade dans lequel est le club, qui est, je crois de tête, la Red Bull Arena. C'est 2 façons différentes et pour autant ça renvoie tout le temps à la marque. Donc ça, c'est un point intéressant. Un autre sujet où là c'est aussi lié à, c'est là où on parle de la notion de positionnement de la marque. Rolex est un partenaire assez historique du sport qui est engagé dans le naming depuis très longtemps. Ils sont à peu près sur 40 compétitions en naming.
dans 5 disciplines différentes, puisqu'ils sont dans le domaine du jumping, du tennis, de l'équitation, du golf et du sport automobile. Et eux, ils ont réussi, alors ça c'est lié aussi à leur marque, des marques qui se veulent dans la précision, qui se veulent dans une forme de rigueur, dans une forme d'intemporalité. Ils ont fait en sorte d'avoir une seule et même structure commune, qui d'ailleurs est issue de la cannelure des montres Rolex. C'est-à-dire que c'est un médaillon très reconnaissable et attribué à la marque, avec une zone qui est tout le temps la même, et en même temps avec une zone de personnalisation qui va permettre, par le nom de la compétition et aussi par un symbole, de donner une vraie valeur, une vraie différenciation entre toutes ces compétitions. Et par exemple, si on prend le cas du tennis, entre le Monte Carlo Rolex Master et le Paris Rolex Master, c'est même structure, c'est le même sport, et chacun a eu ses codes. On est sur le côté French Riviera, soleil, terre battue dans le cas du Monte Carlo. On est dans une évocation assez moderne, dans une stylisation de la Tour Eiffel, comme si on était dans la perspective d'un terrain de tennis dans le Paris Rolex Master. Ce qui est intéressant à voir, et c'est une marque qui fait très attention et qui protège beaucoup sa marque, et c'est que eux, ils ont, dans tous les cas, dans tous ces événements, ils ont 2 typologies de logos. Ils ont un logotype Event dans lequel la couronne Rolex et le logo Rolex est intégré, et un logotype qu'ils appellent Merchandising, qui permet de pouvoir traiter notamment en goodies, en exploitation et aussi pour les autres partenaires, mais sans la couronne Rolex, parce qu'eux, ils estiment que c'est quelque chose qu'ils veulent préserver pour la compétition uniquement et pour leur communication, et que quand on est sur un volet d'exploitation à côté, c'est autre chose. Et puis il y a vraiment aussi un cas que je trouve assez surprenant, qui d'ailleurs casse un peu tous les codes, c'est le saut Hermès, donc une compétition de jumping de haut niveau, hein, c'est un jumping 5 étoiles qui a lieu à Paris tous les ans, et qui eux ont fait en fait un choix qui est assez étonnant, mais c'est qu'ils n'ont pas de logo. Il n'y a pas de logo qui dit saut Hermès, par contre il y a un univers graphique chaque saison, chaque édition, qui emmène en fait complètement dans à la fois l'alliage de la compétition de haut niveau avec les meilleurs cavaliers, mais l'esprit de la marque Hermès, qui d'ailleurs historiquement a un lien avec la sellerie des chevaux. Et c'est tout cet univers qui est excessivement inspirationnel et qui fait qu'on a quelque chose d'excessivement fort chaque édition. La seule constante étant en fait le nom saut Hermès, mais tout change pour le reste. Donc c'était 3 cas que je trouvais intéressants à différents degrés. Alors il y en a sûrement plein et ça dépend de chaque marque, mais il y a une chose que je vois apparaître qui n'est pas inintéressant, c'est une forme de réflexion un peu éco-responsable du naming. Et j'ai un exemple qui vient en tête. Typiquement, la Caisse d'épargne est partenaire naming du circuit 3-3 avec la Fédération française de basketball. Donc ça, c'est une compétition qui est existante, hein, qui est labellisée FIBA, donc une compétition majeure. Ils ont mis en place en activation autour ce qui pourrait ressembler à une forme de nouveau naming, c'est-à-dire que dans un concept de ce qu'on appelle le design un peu créatif, c'est de réhabiliter des terrains de basket urbains en s'autorisant à ce que la marque Caisse d'épargne soit complètement détournée de ses codes habituels par des artistes. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Alors, c'est la conséquence d'un naming, parce que je pense que pour le faire, il faut avoir une légitimité à le faire, et eux ils le font parce qu'ils sont partenaires du 3-3. Quand ils sont dans ce détournement et cette réhabilitation de sites urbains, c'est un naming un peu différent. C'est-à-dire qu'ils sont présents, mais ils sont présents avec des codes détournés de la marque qui sortent vraiment du cadre habituel de ce qu'on connaît, de la rigueur, de la charte graphique Caisse d'épargne. J'y pense parce que j'ai vu ça m'a fait tilt sur Caisse d'épargne, mais j'ai vu que Renault l'a fait aussi dans le cadre de son partenariat tennis, sur des terrains aussi qui sont des frontons de tennis pour donner accès au plus grand nombre au tennis, et avec un côté complètement détourné et artistique. On reconnaît par notamment les codes couleurs jaune et noir qu'on est bien Renault. On a le losange qui apparaît, ils en ont joué complètement, et ça je trouve ça. Est-ce que c'est une tendance? Je ne sais pas, mais je trouve ça assez intéressant dans la façon d'associer l'histoire et le respect d'un sport
avec l'arrivée d'un aimeur et la façon dont il peut amener sa contribution au sport. Non, merci beaucoup de m'avoir sollicité. Hein. C'est vrai que c'est des sujets qui pour nous sont des sujets au quotidien. C'est vrai et c'est normal parce que nous on est une agence qui ne travaille que dans le sport et souvent les autres agences de branding sont assez décontenancées sur les sujets de naming parce qu'elles n'en ont pas l'habitude. Or dans le sport c'est un des leviers de développement, de revenus qui est vraiment important pour les ayants droit et on va dire qu'à 80% du temps c'est des sujets qui reviennent en permanence et sur lesquels on essaie d'apporter un œil expert qui après a des enjeux de réponse esthétique et créative, mais d'abord il faut le prendre en stratégie.